l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Au Burkina Faso, la médiation se poursuit. Le président sénégalais en visite à Ouagadougou ce mardi s'est dit persuadé que la charte de la transition sera acceptée par les différents acteurs du processus. Hommage à Yasser Arafat ce 11 novembre, 10 ans après sa mort, reste un mystère. Et mardi soir, ce soir consacré au football Cannes 2015, c'est officiel, elle n'aura pas lieu au Maroc. Les détails en fin d'édition avec Yacouba Dansoko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les négociations pour une transition au Burkina Faso se poursuivent et dans le cadre de la médiation, le président Macky Sall, avec à ses côtés Faure Gnassingbé du Togo, était ce mardi à Ouagadougou. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président du groupe de contact de la CEDEAO sur le Burkina Faso, s'est montré confiant quant à la mise en place rapide de la transition. Nous l'écoutons. Je suis certain qu'en discutant avec le lieutenant-colonel, le président de l'État, ainsi que toutes les composantes, nous arriverons aujourd'hui à certainement valider la charte. Une fois qu'elle est validée, le reste va aller naturellement très vite. Et j'ai espoir que certainement dans les jours à venir, dans les heures et les jours à venir, le choix consensuel pourra être fait pour ce qui concerne le président de la transition ainsi que toutes les autres personnalités qui devront être trouvées. Direction le Sénégal à Dakar, ce mardi, la Médina continue de fêter ses 100 ans et c'est autour d'un panel axé sur son développement local et destiné à poser un diagnostic et dégager des perspectives. Cette manifestation est placée sur le thème central, la Médina. Quelle perspective pour le 21e siècle? Louise Tina Sagna, Souleymane Anne Antoumar pour les détails. Après un siècle d'existence, le plus vieux quartier de Dakar présente un visage peu reluisant. Surpopulation, salubrité, eau usée, routes défectueuses, ainsi des réflexions s'imposent sur le devenir de la Médina. On a voulu s'inscrire dans une démarche prospective et soumettre à la réflexion certains problèmes, certains aspects pour que, à l'avenir, qu'on puisse s'en inspirer et que les pouvoirs publics et les populations puissent conduire la Médina vers la voie du développement et de la modernité. Ce panel de réflexion est axé sur 5 points: la culture, l'environnement et le cadre de vie, l'économie, la convergence et la citoyenneté, mais surtout l'éducation. La première question que nous pouvons nous poser, est-ce que l'État assure dans le quartier de la Médina l'accès de tous les enfants à l'éducation? Au Sénégal, il y a 7 enfants sur 10 qui accèdent à l'école. Donc il y a 3 enfants sur 10 qui sont exclus du droit à l'éducation. C'est énorme. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir en matière d'éducation. La Médina continue de célébrer ses 100 ans d'existence tout au long de cette année 2014. Les initiateurs entendent ainsi concilier l'utile à l'agréable. Au Sénégal toujours, l'information dans la recherche d'un emploi est un élément essentiel dans la vision de l'agence sénégalaise pour l'emploi des jeunes. Un séminaire de formation des conseillers en emploi de la structure s'est ouvert à Dakar pour outiller ces agents. Ils seront ainsi plus efficaces dans leur mission d'orientation et de sensibilisation. Mamadou Diaye, Bendambay, Antouma pour les détails. La première fonction de l'agence, c'est de jouer un rôle d'intermédiation sociale
pour que ceux qui demandent de l'emploi aient accès à l'information. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé mettre en place des espaces emploi jeunes au niveau des CEDEPS. Et les animateurs de ces espaces emploi jeunes sont les conseillers d'emploi qui sont au nombre de 100 qui seront déployés sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour organiser un séminaire de renforcement de capacité sur les outils. Il y a beaucoup de projets et programmes qui sont en train d'être réalisés au niveau du ministère. Il serait bon qu'ils soient informés de ces projets pour pouvoir les mettre à la disposition des jeunes Sénégalais. Le conseil et l'orientation menés à bien peuvent constituer des éléments décisifs dans la recherche d'un emploi. C'est tout le sens de cette capacitation des conseillers en emploi pour leur permettre une meilleure efficacité dans la mission qui leur est assignée. C'était normal aujourd'hui que pour rendre disponible cette information, mais également pour en faire une information de qualité, de former ceux-là qui sont chargés de les rendre. À l'issue de ces 3 jours de formation, ils rentreront avec suffisamment d'éléments d'information qui seront utiles pour les jeunes Sénégalais qui sont à la recherche d'emploi. Le Bureau international du travail, partenaire stratégique du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, apporte ainsi sa contribution technique et financière à l'ANPEJ. Objectif, asseoir une autonomie de l'agence dans la formation de ses membres. C'est un processus continu, c'est long. L'emploi des jeunes ici au Sénégal ou en Afrique, en général, c'est colossal. Donc on ne peut pas espérer qu'on perd le problème en une année. C'est un processus long et là on doit former en permanence. Et pour former les gens en permanence, il faut que les gens se forment, mais il faut former un corps de formateurs qui doivent continuer à former les conseillers en emploi. Ils sont une 50aine de conseillers en emploi sélectionnés pour le démarrage de la dite formation, répartis entre les régions de Dakar, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. L'objectif à terme est de couvrir l'ensemble du territoire national. On reste au Sénégal pour parler cette fois-ci de l'entrepreneuriat social. L'Institut de l'innovation de l'entrepreneuriat social et numérique est une nouvelle plateforme d'encadrement éducatif mise en place par le directeur de l'Institut africain de management. L'objectif est donc de promouvoir l'aptitude chez les jeunes à booster leur imagination à l'utile dans le sens d'entreprendre. Mamadou Dieye Mbendambay Antoumar. La création d'une entreprise de type social, à savoir apporter des solutions concrètes à des problématiques sociales ou environnementales, autrement dit l'entrepreneuriat social. C'est ce qui regroupe ces jeunes Africains qui analysent le profit. Autrement, dans le centre d'entrepreneuriat social, on fait une musique qui n'a pas besoin d'énormément de moyens, mais qui peut être efficace. Avec actuellement les connexions Internet, on peut facilement créer sa propre entreprise, comme c'est le cas de l'entreprise qui a créé le journal Rappé, même si peut-être pour nous, on a essayé de mettre ça à un niveau un peu plus professionnel, mais toujours est-il qu'on veut essayer de donner l'espoir aux jeunes en leur montrant le chemin, en leur disant, avec très peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. De la musique au recyclage des déchets plastiques, les acteurs ont démontré que c'était possible. L'Institut de l'innovation de l'entrepreneuriat social et numérique entend développer ses savoir-faire chez les jeunes. L'Institut va s'ouvrir à des étudiants qui ont des projets. Au-delà des étudiants, à des jeunes du quartier, à des jeunes de Dakar, de la sous-région, qui ont des projets innovants dans le domaine social, dans le domaine numérique, et que ce soit donc un espace d'incubation, qu'on puisse les accompagner. Et nous pensons que c'est de la sorte qu'on aura une masse critique en fait d'entrepreneurs en mesure à terme donc de transformer notre continent, notre pays. Créer des modèles économiques inspirés des réalités sociales, bien plus qu'une politique de RSE appliquée dans certaines entreprises. En Afrique, l'énorme avantage, c'est que les entreprises aujourd'hui, si elles veulent se développer, elles n'ont plus le choix de savoir si elles veulent faire de la valeur économique ou de la valeur sociale, elles doivent faire les deux. Maintenant, une entreprise sociale, c'est une entreprise qui met la finalité économique au service de sa finalité sociale, au service de son combat social. Quand une entreprise socialement responsable, c'est une entreprise qui mène son activité et puis qui, une fois qu'elle a fait son profit, se dit « Ah, je peux aussi m'intéresser à l'environnement, à la santé ». Hors du continent africain, on commémore ce 11 novembre le décès de Yasser Arafat. Et cela fait 10 ans que l'ancien président palestinien est mort à Paris, une mort qui demeure un mystère. Et ce mardi, un hommage lui a été rendu en Cisjordanie à Ramallah. Le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a procédé à une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe de l'ancien président palestinien. Des centaines de Palestiniens réunis autour de la Moukata,
qui abrite à la fois les locaux de l'autorité palestinienne et le tombeau de Yasser Arafat. Il y a 10 ans, le corps du leader emblématique du Fatah et prix Nobel de la paix était rapatrié en Palestine après son décès à Paris, accueilli par une foule en liesse. Aujourd'hui, une majorité de Palestiniens est encore convaincue que leur ancien président a été victime d'empoisonnement. Mais en ce jour de commémoration, l'État d'Israël n'est pas le seul ennemi. Dans son discours, Mahmoud Abbas a accusé le Hamas de saboter et de détruire la réconciliation palestinienne. Il y a quelques jours, plusieurs explosions ont frappé les biens du Fatah dans la bande de Gaza. Le Hamas a été montré du doigt immédiatement. Des tensions qui ont privé les Gazaouis de cérémonies de commémoration. Le Hamas a refusé d'assurer la sécurité des événements qui devaient se dérouler à Gaza, pourtant sous son autorité. Il y a de la tristesse dans nos cœurs de ne pas pouvoir célébrer cette journée. Ceux qui ont annulé ces célébrations veulent effacer l'anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Le Fatah et le Hamas ont signé au printemps dernier un accord de réconciliation. Ce dernier a ouvert la voie à la formation d'un gouvernement de consensus, mais les rapports entre les deux parties demeurent tendus. Le discours de commémoration de Mahmoud Abbas a été qualifié de mensonge et d'insulte par le Hamas. En Corée du Sud, on connaît désormais le verdict de la justice dans l'affaire du naufrage du ferry. Le capitaine du bateau a été condamné à 36 années de prison. Il a été reconnu coupable de plusieurs manquements graves à ses devoirs d'officier. Le capitaine du ferry avait abandonné le bateau qui avait fait naufrage en avril dernier, causant la mort de 300 passagers, pour la plupart des lycéens. Et pour les familles des victimes, la peine fixée par le tribunal est trop clémente. Le capitaine méritait la peine de mort. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée pour vous ce soir par Daouda Kamaté. Ahmed Zaidi, dirigeant socialiste marocain, s'est noyé dans sa voiture alors qu'il s'était engagé dans un tunnel sous la voie ferrée qui, à ce niveau, était inondé par l'Ouest Chirad en crue. À 61 ans, Zaidi laisse derrière lui un long parcours de militant après une carrière à la télévision nationale. Répondant à l'appel du syndicat des enseignants, les habitants de la ville de Sar dans le sud du Tchad et des lycéens du N'Djamena, la capitale, ont manifesté ce mardi leur mécontentement. Les élèves ont tenu à exprimer leur colère face à l'absence de leurs professeurs en grève à cause du non-paiement de leur salaire. Le président nigérien Goodluck Jonathan a annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle de février 2015. Il s'est exprimé sur le sujet ce mardi à Abuja, la capitale, au cours d'une cérémonie qui a rassemblé des milliers de ses partisans. Levée de quarantaine pour 25 personnes au Mali, maintien de la baisse de nouvelles contaminations au Libéria. Les progrès dans la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest se consolident, mais il faut poursuivre les efforts et les réorienter selon autorités et experts. Un tribunal sud-africain a retiré ce mardi les accusations de meurtre contre un homme arrêté en lien avec l'assassinat du capitaine de l'équipe nationale Sanzo Miiwa. Le présumé assassin a été arrêté par une équipe spéciale de la police le mois dernier. Le juge a ordonné qu'il soit libéré parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui. Parlons culture pour poursuivre. Une fois encore, le festival Maudits Art s'installe à Cotonou, au Bénin. Et pour cette troisième édition, 3 volets, à savoir la mode, l'art et la musique, ont meublé le week-end des Cotonois à travers de talentueux artistes africains. Estelle Pazou, Amène d'Almeida. Un jardin devenu le ton d'un festival, espace de vernissage. C'est bien la marque de Maudits Art. Pour cette édition comme celle précédente, c'est le vernissage inaugural qui démarre les activités. De la couleur et de la créativité, un mélange sobre qui donne à la matière première, le fer, une dimension artistique. Œuvre d'esprit que Philippe Zuntegne Huedanou tire de son quotidien. J'essaie de prendre des thèmes, des mots qui minent le monde ou mon pays, et j'essaie d'avoir un concept dans lesquels je peux passer quand même pour présenter ou parler un peu ou apporter ma solution. Ce n'est pas seulement de critiquer, mais c'est d'apporter aussi une solution à ces problèmes.
Lionel Ferréol Yamadiako est un peintre fashioniste. Mode is Art dévoile les talents de ce jeune artiste. Sa faible notoriété n'a rien à voir avec la beauté de ses œuvres. Mode is Art, d'abord, le concept, le nom Mode is Art, c'est un concept qui m'attire. Parce qu'en tant qu'artiste peintre, j'aimerais me spécialiser dans la mode. L'événement Mode is Art, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Parce que c'est une manière aussi de faire voir, de faire montrer nous en tant que jeunes artistes. Et quand Ona Banjo est peintre nigérian, ses créations sont aussi exposées pour cette 3e édition de Mode is Art. D'année en année avec ses partenaires, Mode is Art reste fidèle à son concept. Faire en sorte que les artistes aient leur place, montrer que l'art est multiforme et que les artistes, autant que tout autre citoyen, participent à l'activité économique. Et chaque édition du festival est une occasion d'innovation. Chaque fois, nous cherchons un contenu technique, un contenu artistique différent, et puis nous cherchons aussi des sites. Et cette année, nous avons pris l'option d'être en extérieur uniquement. Comme vous voyez, nous irons de jardin en jardin, d'extérieur en extérieur. Après le jardin de cette maison qui nous est prêtée, nous serons au Novotel, dans les jardins et non en salle. Et puis, le jour du concert, nous serons sur une esplanade, place du Souvenir. Et donc, je dirais que c'est un peu la particularité de cette édition, c'est la possibilité de montrer que malgré tout, Cotonou, ce n'est pas que du béton, Cotonou, c'est de la verdure, Cotonou, c'est beau. Outre l'art plastique, Mode is Art, c'est également la mode et la musique. Le festival est prévu pour durer 3 jours. Et c'est à présent le moment de retrouver Yacouba Dansoko pour Mardi Sport. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Albertine. Alors, c'est officiel, la CAN n'aura pas lieu au Maroc en 2015. Oui, alors que le Maroc a demandé à 2 reprises le report de la CAN 2015 qu'il devait donc accueillir en janvier prochain. La Confédération africaine de football a annoncé ce mardi sa décision d'organiser le tournoi dans un autre pays. Voilà, et puis par ailleurs, la sélection marocaine ne pourra pas participer à la compétition, a encore annoncé la Confédération africaine de football. Voilà, l'instance précise que plusieurs fédérations ont déjà fait acte de candidature pour remplacer le Maroc dans cette aventure. Alors Yacouba, comment en est-on arrivé à ce stade? Oui, il s'agit, Albertine, de cette fièvre hémorragique à virus Ebola qui est en train de gagner pas mal de pays en Afrique. Alors, il faut dire que tout est parti de là. Le Maroc, déjà désigné par la Confédération africaine de football 4 ans avant, a donc décliné l'offre, a demandé dans un premier temps et dans un second temps le report de cette compétition, chose que la CAF n'a pas du tout appréciée. On connaît les cahiers de charges de la Confédération africaine de football. Cette compétition commence d'abord par les éliminatoires et il y a déjà un cahier de charges entre la CAF et l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé qui autorise l'instance dirigeante du football africain d'organiser ces matchs, sauf dans les pays atteints par le virus Ebola. Alors, est-ce que le Maroc peut être exposé à des sanctions? Bien sûr, Albertine, d'abord le pays est disqualifié et ne pourra pas jouer la CAN 2015. Ensuite, ne jouera pas non plus les éliminatoires de la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde qui est prévue en Russie en 2017 et également ne pourra pas disputer les éliminatoires de la CAN 2017. Et voilà, il y aura également des sanctions financières. La CAF qui devrait demander à la partie marocaine de verser les recettes qu'elle devait percevoir lors de cette CAN 2015 et notamment plusieurs autres petites amendes au cours de ces sanctions. Et puis il faut dire que sur les 3 pays qualifiés dans cette engagés, les 3 pays affectés, notamment le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry, et bien seule la Guinée est sur la voie de se qualifier, et même là, ce n'est pas sûr. Et pourtant, le Maroc abrite les matchs de la Guinée-Conakry, les 2 clubs phares de la Guinée s'entraînent, préparent leur future saison au Maroc, et le Maroc qui va organiser non seulement du 10 au 20 décembre la Coupe du Monde des clubs, et on sait qu'il y a eu cette année Ebola en Espagne, et le Real Madrid, champion d'Europe, sera présent au Maroc pour disputer cette compétition. Voilà, tellement de sanctions et les éliminatoires de la CAN 2015 qui se poursuivent. Le Mali qui a un grand match à livrer samedi prochain au Malawi.
Oui, un match crucial, un match décisif, déterminant pour la suite en ce qui concerne les Aigles du Mali qui seront ce samedi à Blantyre pour affronter l'équipe du Malawi. Et avant donc leur départ, nous sommes entretenus ce mardi dans la matinée avec les Aigles. Écoutons quelques réactions. On a les armes, on a toutes les conditions pour préparer ce match au mieux. On a, je pense, des meilleurs joueurs qu'eux. Maintenant, vous savez, le papier, c'est pas le terrain. Donc, il faudra montrer sur le terrain qu'on est au-dessus d'eux et surtout l'emporter. Mais en tout cas, j'en suis convaincu qu'on a les armes et qu'on va aller là-bas et qu'on va l'emporter. Il va falloir rester concentré et nous sommes conscients que si on gagne ce match-là, on aura notre billet. Mais il va falloir d'abord se battre pour l'avoir parce qu'on n'a rien sans rien. Et on n'a rien gratuitement, donc on va se battre pour gagner ce match-là et revenir avec la qualification, Inch'Allah. Le Mali a toujours eu du mal, on a toujours eu pour habitude de nous qualifier à la dernière journée, mais je pense que voilà, on a bien entamé cette campagne de qualification. On a eu des matchs très intéressants en Algérie, en Éthiopie, qui peut même... qui était un match référence pour nous, où on a gagné 2-0. Donc, comme je vous dis, il faut s'appuyer sur ça pour faire un bon match au Malawi. Le groupe est très solidaire, dans la victoire comme dans la défaite. Mais le groupe a surtout un très bon état d'esprit, donc on a confiance en nous. Donc on va vraiment tout faire pour acquérir cette qualification dès samedi. Il faut absolument qu'on arrive à corriger à tout ce qu'on a mal fait contre Éthiopie, et voir les problèmes dans la récupération du ballon, et voir les problèmes aussi d'efficacité offensive. On va revoir jour par jour. Et en plus, il faut mettre en place les dispositifs des joueurs, ceux qui sont en bonne santé, qui sont bien. Et je pense qu'en général, tous les joueurs convoqués, ils seront bien parce qu'ils sont compétitifs. Ils jouent régulièrement. Et Yacouba Dansoko, pour finir, les prochains rendez-vous sportifs sur Africable Télévision. Tout à l'heure, nos téléspectateurs pourront suivre en direct et en exclusivité l'émission Shoot, une émission consacrée exclusivement au football, et c'est à partir de 22h15. Merci Yacouba Dansoko pour toutes ces informations sportives. Merci Albertine. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs, de votre fidélité. Restez donc toujours avec nous en compagnie de nos programmes. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.